Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude de ces perches. Très heureux de vous accueillir ici. Je suis Arnaud Moureau, le directeur pour la France d'une organisation qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Et je suis très heureux d'animer cette table ronde sur un sujet très vaste. Je pense que ce sujet aurait pu faire l'objet d'une conférence sur la journée entière. On va devoir le tenir en 1h15 minutes, malheureusement, parce qu'on a pris un peu de retard et qu'on va essayer de le récupérer ici. Très rapidement, je vous propose de faire la connaissance de nos invités. On va essayer d'organiser ce moment en 3 temps. Une rapide présentation de nos invités. Vous allez voir des univers très très variés. Ensuite, on va essayer de rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire à la fois comprendre les motivations qui poussent un certain nombre d'entrepreneurs à s'engager sur cette voie et les difficultés également. Et puis on essaiera de terminer avec quelques propositions qui peuvent véritablement permettre d'accélérer le mouvement. Donc je suis persuadé que vous avez toutes et tous énormément de choses à dire sur ce thème. Encore une fois, parce qu'on est contraint par le temps, ne m'en veuillez pas si je ne peux pas prendre toutes les questions, toutes les remarques. Et à ce sujet, je vous invite à faire part de vos commentaires, remarques et questions plutôt vers la fin. Notez-les et on essaiera au maximum de contenter tout le monde, ce qui est toujours un exercice périlleux. Protocolairement, j'imagine que je dois maintenant céder la parole à notre hôte, Christian Jacob, député maintes fois ministre. Moi, ce qui m'intéresserait, monsieur le député, ou Christian, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le... Christian, ça marche bien. Ce qui m'intéresserait, ce serait rapidement que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours, parce qu'il est relativement atypique dans la sphère politique, et puis en même temps, pourquoi ces sujets vous ont très rapidement interpellé, à tel point que vous avez contribué finalement à pousser un certain nombre de lois, notamment il y a 5 ans, pour faire notamment émerger le commerce équitable. D'où ça vient? Quelle est la racine finalement de cet engagement? Bien, écoutez, tout d'abord, ravi de vous accueillir ici. Alors, juste un mot sur cette salle. Vous êtes dans la salle Colbert, qui est une salle un peu mythique à l'Assemblée, puisque c'est la salle qui est toujours réservée au groupe majoritaire. Et donc, c'est ici que tous les mardis matins, Jean-François Copé donne les instructions au groupe UMP. Et on a le débat à la fois des réunions de bureau et réunions de groupe. Juste petit mot sur le lieu dans lequel nous sommes. Alors, sur le reste, oui, moi j'ai un parcours sans doute atypique dans la classe politique, encore que je suis agriculteur, j'ai plaqué mes études à 17 ans avec un BEP agricole, et puis je me suis engagé dans le syndicalisme, donc ma formation elle est avant tout syndicale, puisque pendant 20 ans j'étais dans le syndicalisme agricole, où j'ai été entre autres président du Centre national des jeunes agriculteurs. Et puis après cela, je me suis tourné vers la vie politique en répondant à un appel de Jacques Chirac. Et donc j'étais député européen, président de la commission de l'agriculture au Parlement européen. Puis j'étais pendant cette période son conseiller agricole. J'ai également travaillé sur les sujets africains auprès de lui. Et puis je suis devenu député national. C'est mon 4e mandat maintenant, oui. Député national, maire de Provins. Je vous invite dans 15 jours, j'en profite, je fais la pub, c'est les fêtes médiévales, c'est fabuleux, il faut y être les 13 et 14 juin. Et puis, quoi d'autre? J'étais ministre effectivement pendant 5 ans sur 3 postes ministériels très différents. J'étais ministre délégué à la famille, ensuite été ministre en charge des PME, du commerce et de l'artisanat, et enfin ministre de la fonction publique. Et aujourd'hui, je suis président de la délégation du développement durable et de l'aménagement du territoire, et également rapporteur du Grenelle de l'environnement, donc assez mobilisé effectivement sur ces sujets, et notamment sur ceux du développement durable. Vous faisiez référence au moment où j'étais au PME, on a beaucoup travaillé, notamment avec mon voisin ici, Jean-Pierre, sur le commerce équitable, qui est finalement assez proche de la notion de développement durable, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par le respect des producteurs et de l'acte de production, et on définit le prix à l'envers.
c'est-à-dire qu'on part du respect de cet acte de production et ensuite on remonte au consommateur et on ne prend pas le marché comme référence pour fixer le prix et le décliner ensuite. On a essayé de bien avancer dans ce domaine sur le plan législatif. Après ça, les choses se sont un peu enlisées sur le plan réglementaire et grâce à la vigilance d'un certain nombre de chefs d'entreprise et d'intervenants et d'un monde associatif qui s'est formidablement bien mobilisé dans ce domaine. On essaie à nouveau de le faire évoluer, ce qui permettra à la France d'être le premier pays à avoir un cadre juridique précis sur le commerce équitable. Mais bon, on pourra rentrer plus loin dans les questions si vous le souhaitez. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. Continuons notre tour de table. Elisabeth, tu nous parleras tout à l'heure un peu des potentiels de ces nouveaux marchés, de ces nouveaux défis. Quelques mots rapidement sur ton parcours. Alors, moi, je suis sortie d'HEC en 88 et j'ai passé quelques années dans la publicité, plus par interrogation sur ce que je voulais faire que par passion pour la publicité. Et j'ai créé en 93 un cabinet de conseil qui s'appelle Utopie, qui est spécialisé sur qui a été en France le premier spécialisé sur l'accompagnement des stratégies de développement durable, qui est une entreprise qui compte 18 personnes aujourd'hui, qui travaille à la fois pour des entreprises pionnières, des gens comme Nature et Découverte qui ont été dans nos premiers clients, dont moi je suis membre du CA depuis 2 ans, et des très grands groupes qui font qu'on est 18 aujourd'hui et plus d'eux. Et puis j'ai créé en 2004 une deuxième structure qui s'appelle Graines de Changement, qui a pour vocation de diffuser de l'information positive sur les questions de développement durable auprès du grand public, avec l'idée que c'est l'information qui est la clé de l'action. Et on a 2 projets majeurs, un projet une campagne qui s'appelle Campus Responsable, qui vise à faire s'engager dans des démarches de développement durable les campus universitaires et les grandes écoles. Et puis un autre projet qui est un site d'information du grand public qui s'appelle mescoursespourlaplanète.com. Voilà. Merci. Je propose d'aller de l'autre côté de ce très beau pupitre. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, on a compris que vous étiez dans le champ du commerce équitable. Les cafés Malongo, on voit des 4x3 en ce moment pas mal, oui. Mais c'est une histoire un peu plus grande, j'imagine. Oui, moi je suis donc directeur général des cafés Malongo depuis 1975. Donc vous voyez, ça fait quelques années. C'est une PME qui est installée à Nice, qui a 400 personnes, qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est aujourd'hui le leader du marché du commerce équitable en France, avec notamment la boîte des petits producteurs, excellente. Je suis tombé par hasard dedans en 1992. Je cherchais un café issu de l'agriculture biologique et je suis tombé par hasard sur la première coopérative du commerce équitable qui est à Ussiri, qui est dans l'isthme de Tehuantepec au Mexique. Et c'est là où est parti donc le label Max Havelaar avec des paysans indiens, zapotèques, chantales, et qui sont réunis autour d'un prêtre, Francesco Vanderhoff, pour créer un label qui déterminait un produit de qualité, non pas en fonction du prix du marché, comme l'a dit Christian, mais par rapport à un prix de revient, et avec également des programmes sociaux que nous payons collectivement, ce qu'on appelle la prime sociale, et de l'aide au développement. Donc c'est une nouvelle conception que Christian Jacob connaît bien, puisqu'il a été sur place également, qui tend à réunir les producteurs pour leur donner une vision à leur terme de leur devenir et pour nous leur aider à créer une activité économique parce que pour moi le commerce équitable ce n'est qu'une étape dans le cadre du co-développement. Il faut que dans 10 ans il n'y ait plus de commerce équitable, il faut qu'on ait rendu tout le commerce équitable parce que c'est uniquement en créant l'activité économique complémentaire, en créant des activités autour du développement durable que l'on peut amener l'ensemble des populations du Nord et du Sud à se développer harmonieusement. On aura l'occasion d'y revenir. Bruno Venanzi, alors partons faire un petit tour en Belgique. L'énergie verte, un vaste sujet. Vous avez décidé il y a quelques années de créer une entreprise dans ce champ-là. Aujourd'hui, ça semble plutôt bien fonctionner. Vous avez, je crois, 120 000 clients. Comment est-ce que cette idée est arrivée et comment vous êtes arrivé, vous, à faire ça ? Bonjour, effectivement, mon nom est Bruno Venanzi. De formation, je suis licencié en histoire de l'Université de Liège et en économie de l'Université d'Amsterdam, donc rien ne me prédestinait aux énergies renouvelables. Mais en 2003, conjointement avec Bruno van der Skuren, donc un flamand et un wallon, c'est encore possible en Belgique, il y en a encore qui s'entendent bien, nous avons décidé de créer une société qui
dans un premier temps, avait pour but d'être actif dans la fourniture d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'être présent dans le cadre de la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité, et d'offrir une offre un peu différente de ce qui se faisait dans le passé, savoir nous n'achetons que de l'énergie renouvelable, donc basée sur des moyens de production, ce qu'on appelle en énergie verte. Effectivement, on a fait un petit bout de chemin. On est aujourd'hui à près de 150 000 clients avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 110 millions d'euros l'année passée, et nous sommes bénéficiaires depuis 2005. Et j'essaierai d'expliquer quelle est un peu notre philosophie d'entreprise au-delà du fait que nous achetons du renouvelable. Merci. À votre gauche, on va rester un petit peu dans le même secteur d'activité. Patrick Bem, Enercop, une société coopérative d'intérêt collectif, une forme assez peu répandue, même si elle mérite qu'on s'y attarde. Oui, qu'est-ce qui vous a attiré vers cette forme-là? Oui, c'est effectivement un statut juridique qui est très peu connu. Je crois qu'il y en a une centaine en France seulement. Ça date de 2000 ou 2002, je crois. Le projet Enercop, il est né à l'été 2004. Et je suis tout à fait ravi d'avoir à mon côté un collègue belge. On en reparlera tout à l'heure parce que je pense que les différences qu'il y a entre la réglementation en Belgique et la réglementation en France peut expliquer beaucoup de choses. Et dans les éléments qu'on peut trouver en sortie de ce séminaire, peut-être qu'effectivement on peut s'inspirer de ce qui se passe aussi dans les pays européens en dehors de notre territoire. Alors, le projet Enercop, effectivement, il est né en 2004, je le disais, d'une vingtaine de membres fondateurs, assez variés, avec un dénominateur commun qui était, d'une part, les énergies renouvelables, donc partant d'un constat du retard des énergies renouvelables en France par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, en Europe notamment. Donc des membres fondateurs qui réunissaient à la fois des acteurs importants du domaine des énergies renouvelables, comme la Compagnie du Vent pour l'éolien, comme Espul pour tout ce qui est photovoltaïque, Leclerc qui est le comité de liaison des énergies renouvelables. Enfin, je ne les cite pas tous parce que je vous disais, il y en a 22, donc ce sera un petit peu long. Mais aussi des représentants d'associations citoyennes, comme les Amis de la Terre, comme Greenpeace également. Vous voyez, donc une connotation très militante au départ Enercop. Et puis aussi des gens qui souhaitaient avoir, d'un point de vue purement consommateur, qui appelaient de leur vœu une offre d'électricité verte qui réponde aux critères de traçabilité sur lesquels ils réfléchissaient à ce moment-là. Et je pense notamment, parmi les membres fondateurs, au réseau de Biocop, des magasins d'alimentation biologique en France. Voilà, c'est tous ces gens-là qui ont créé Enercop et qui ont vite effectivement convergé vers cette structure juridique de SCIC qui semblait correspondre tout à fait à l'ambition du projet Enercop, puisque la structure, les SIC sont des scopes un petit peu particulières, hein. Mais le but des SIC, c'est justement le multisociétariat. Donc l'idée est bien d'offrir une structure juridique qui permette, à des points de vue pas forcément toujours pile poil d'accord à 100%, mais convergent sur un projet unique, de pouvoir échanger et de pouvoir travailler dans la même direction. Et très clairement, nous sommes donc une coopérative qui réunissons des consommateurs d'électricité, des gens qui souhaitent avoir une offre d'électricité verte, avec, je le disais, une définition assez précise de ce qu'on entend par vert, parce que là c'est aussi un gros sujet, mais aussi bien sûr des producteurs, et réunir les deux populations de producteurs de moyens de production d'énergie renouvelable et les consommateurs, et de les faire avancer ensemble au sein d'une même structure. Et c'est bien un des rôles essentiels du rôle de SCIC. Alors, il y en a d'autres aussi, hein, parce que c'est le statut juridique de la coopérative, donc il y a le côté démocratique d'une personne, une voix, on en a parlé ce matin. C'est aussi l'affirmation assez forte d'une rémunération très limitée du capital, hein, c'est des contraintes assez fortes dans le statut du SCIC. C'est aussi la possibilité dans ce statut-là, qui est très intéressant, de la participation autour de 20% des collectivités territoriales. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'on le redéveloppera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais l'aspect relocalisation de l'énergie est pour nous un point essentiel, puisque dès lors qu'on se repose la question du modèle énergétique, on pense d'abord à moins consommer, et moins consommer, c'est d'abord moins transporter l'électricité, puisque c'est le transport d'électricité qui coûte le plus cher aujourd'hui en France, quand on a un modèle énergétique de production très, très, très centralisé. Voilà, ce sont les points qu'on pourra développer tout à l'heure si vous le souhaitez. Christophe Mitridati, vous êtes peut-être celui qu'on attend le moins sur ce type de table ronde. Je sais peut-être que ça vous agace quand je vous dis ça, parce que ça fait déjà 2 fois. Mais en réalité, vous êtes le patron, le PDG d'une société qui s'appelle Aximum, qu'on connaît peu, mais sur les produits de laquelle on roule, j'ai l'impression, très régulièrement. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu qui vous êtes ? En effet, je m'appelle Christophe Mitridati, très bonne prononciation de ce nom corse.
Et donc, je suis ingénieur des travaux publics, j'ai fait toute ma carrière dans la construction. Et aujourd'hui, je préside la société Aximum, qui est une société de 2000 salariés, et dont le métier est la sécurisation des voies. Sécurisation des voies, c'est-à-dire tout ce qui est dispositif de retenue métallique ou béton que vous voyez sur les routes, tout ce qui est gestion de trafic, tout ce qui est marquage au sol, tout ce qui est signalisation lumineuse, tout ce qui participe à la sécurité routière. On reviendra un petit peu plus tard sur les engagements de votre groupe. Et en effet, sur le côté atypique, c'est que 95% de ma clientèle est de la clientèle publique. Donc comment intervient une entreprise sur les marchés publics et en effet comment la démarche de responsabilité sociétale et environnementale est prise en compte par les pouvoirs publics, les collectivités locales, territoriales et l'État. Merci. Last but not least, Jean-Guy Henkel. Alors, vous avez vu, on a un certain nombre de personnes différentes représentées ici, différents horizons, différents métiers, différentes formes juridiques. Une nouvelle, enfin une autre, là, une forme assez classique, l'association, le réseau Cocagne, très connu des gens de l'économie sociale, peut-être un petit peu moins des autres. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui. Alors, puisque tout le monde parle de sa formation, j'ai une formation de travailleur social et de sociologue. Vous voyez, c'était mal barré pour se lancer dans l'entreprise. Et donc, j'ai fait partie des équipes pionnières en France, on nous appelle comme ça aujourd'hui, dans les années 70, qui, face à des situations d'exclusion, moi je travaillais auprès des gens de la rue, dans des immondes endroits qu'on appelle les centres d'hébergement. Et là, devant la pression, on a commencé à imaginer, puisque les entreprises semblent rejeter le maximum de ces gens-là, l'idée folle nous a pris de créer des entreprises. Donc c'est comme ça qu'est né le mouvement un petit peu de toutes les entreprises d'insertion. Puis chemin faisant, une quinzaine d'années plus tard, donc j'essaie de régler un petit problème local franc-comtois qui consistait à trouver une solution à des agriculteurs en difficulté et d'essayer d'imaginer une activité d'insertion qui associe agriculture et insertion. Et donc, on est tombé sur une idée qui avait été développée dans les années 60 et 70 sous forme coopérative par des Japonais et des Américains, mais qui n'avaient pas franchi l'Atlantique. Et donc, qui s'appelle aujourd'hui des AMAP, donc il y en a beaucoup, mais là, on était au début des années 90, personne n'avait encore jamais fait ça. Donc, l'idée était d'embaucher des personnes en difficulté dans une association, de produire des légumes biologiques sur des surfaces assez importantes. On n'est pas dans du petit jardin, on est dans des exploitations maraîchères. Ces légumes biologiques, de constituer des paniers de légumes chaque semaine et puis de les livrer à des adhérents consommateurs, des gens comme vous et moi qui vont prendre un engagement à l'année d'acheter ces paniers de légumes. Il faut croire que cette idée était intéressante et qu'elle était porteuse d'un certain nombre de sens social, environnemental et économique, puisque on n'avait pas fini la première création, on n'avait pas beaucoup de retours sur cette première expérimentation, et que j'ai loupé un vrai retour à la terre, puisque moi je faisais ça pour avoir la paix dans l'Est de la France, et me voilà nomade depuis 15 ans, à monter ce type d'entreprise dans toute la France. Donc il y en a aujourd'hui une centaine, on continue à avoir un rythme de création d'à peu près d'une dizaine par an. Ça fait travailler aujourd'hui à peu près 3500 personnes, dont 3000 issues de l'insertion, donc toutes des populations en grande difficulté, bénéficiaires de RMI, chômeurs longue durée, etc., etc. Et puis les 500 autres, c'est les postes de cadre incontournables dont on a besoin pour diriger, pour faire de la gestion, pour faire de l'encadrement technique, etc., puisque c'est un métier très technique de faire l'agriculture bio, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc en fait, on développe ça, puis aujourd'hui, ce réseau qui s'est complètement concentré là-dessus, aujourd'hui investit d'autres métiers, puisqu'on est en train de faire un petit peu la même chose dans le métier de la fleur. On a monté 2 expérimentations qu'on compte bien diffuser un petit peu, sachant qu'on trouvait que la manière dont sont produits les fleurs aujourd'hui, pardon mesdames quand on vous les offre, mais si le bouquet vous racontait son histoire, ça vous ferait peur. Si vous racontez dans quelles conditions il a été produit au Zimbabwe ou au Kenya, et puis qu'il est arrivé par un avion cargo, puis ensuite relayé par tout un enfin la taxe carbone et l'environnement social et environnemental. Donc nous, on a décidé de prendre les choses différemment, de produire simplement des fleurs de saison sur un territoire particulier, de le produire en agriculture biologique. Alors vous allez me dire pourquoi s'emmerder à faire de l'agriculture bio, puisque généralement on ne mange pas son bouquet, à moins d'être très en colère.
Eh ben, simplement parce que, contrairement à ce qu'on pense beaucoup en France, l'agriculture bio, c'est pas uniquement pour se soigner, c'est aussi pour soigner la planète et soigner la terre. Donc voilà, c'était important de le souligner. Donc c'est des gens en difficulté, essentiellement des femmes en difficulté qui reprennent une activité dans ces entreprises d'insertion, qui vont produire ces fleurs, qui vont confectionner des bouquets, les distribuer localement sous forme d'abonnement. Alors là, ça peut être des gens de la société civile, mais ça peut être aussi des entreprises, etc., etc. Donc en fait, on a essayé de faire évoluer le concept d'insertion qui était né au milieu des années 70 à travers des formules de ce type-là, pour placer ça au cœur d'une problématique. Donc on l'a tous rabâché ce matin. Il y a 3 piliers dans le développement durable. On a beaucoup parlé d'environnemental, on a un peu moins parlé de social et de solidaire. Et puis on n'a pas beaucoup parlé d'économique. Donc nous, on essaie de pousser ces curseurs-là. Ce qui serait intéressant au cours de cette journée, c'est de rentrer un petit peu dans les détails. Quand je dis l'économique, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans une association, c'est pas gênant de ce type-là qu'on gagne beaucoup d'argent, puisqu'il n'y a pas d'actionnaires ni de gens derrière qui... On n'a pas parlé beaucoup d'échelle de salaire. Est-ce que c'est des rapports de 1 à 100 ou est-ce que des rapports dans le réseau Cocagne, dans le jardin de Cocagne, du plus bas salaire jusqu'au plus haut au niveau national, le rapport est de 1 à 4. Enfin, moi, j'aimerais bien entendre aussi des engagements de type économique comme ça aussi, parce que derrière toute les indicateurs environnementaux qu'on est en train d'identifier, c'est parfait. Mais il y a certainement avancé, et puis en même temps, sur le côté social et solidaire, il y a aussi toute une catégorie de population qu'il ne faudrait pas oublier du développement, puisqu'aujourd'hui, selon les études, 10 à 12% des pays, on parlait des rapports nord-sud, mais on peut faire aussi du commerce équitable nord-nord, c'est peut-être un petit peu ce qu'on fait. Il y a 10 à 12% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc il faut aussi pouvoir associer, pouvoir se développer dans les 15-20 ans en associant et en ne laissant pas sur le bord du chemin toutes ces personnes. Super. Vous le voyez, donc on parle de gros chiffres en réalité. Hein. On pourrait penser que c'est anecdotique. On est en train de parler d'entreprises avec des centaines de millions de budget dans l'énergie, des milliers de salariés en insertion. Donc on est véritablement sur des modèles d'organisation qui se sont dupliqués, qui ont grandi, qui ont un impact extrêmement fort. Et effectivement, comme le rappelait Jean-Guy, on a beaucoup insisté ce matin sur l'aspect écologie, sur l'aspect environnement, un petit peu sur l'aspect commerce équitable et sur l'aspect social, donc au travers de ça. Mais finalement, le sujet qui nous rassemble ce matin est très large. Finalement, c'est l'homme et la planète, ces défis, comment transformer ces défis en opportunités. On peut y retrouver bien évidemment les types d'organisations qui viennent d'être présentées. On peut y retrouver effectivement des entrepreneurs sociaux. On peut y retrouver du commerce équitable. On commence à y trouver des joint ventures entre des entreprises du CAC 40 et puis des grandes entreprises sociales ou des grands réseaux comme la Grameen Bank, etc., etc. Donc on est en train de voir que finalement ce champ il est très large, qu'il est beaucoup moins dogmatique que ce qu'on pouvait imaginer à un moment, et que les frontières sont effectivement en train de se gommer, parce que je crois que ce qui est important, c'est pas uniquement de regarder finalement comment on est constitué et qui on est, mais quel est finalement le but qu'on sert. Et à ce propos, Elisabeth, ce serait peut-être intéressant d'avoir quelques idées sur le potentiel dont on parle. Est-ce que c'est simplement une mode? Est-ce qu'on est en train de parler d'un truc dont on ne parlera plus dans 5 ans? Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour penser le contraire. Mais quels sont les ordres de grandeur? Quelles sont les opportunités finalement de marché, les opportunités de croissance dans ce secteur-là? Alors, ma conviction sur mode ou pas mode, c'est que oui, il y a une mode, mais que tant mieux. Et que, moi, ça fait 15 ans que j'espère, 16 maintenant, que j'espère que ça va aller beaucoup plus vite que ce que je vois. Donc pourvu que ça aille encore plus vite. Sur le potentiel, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, l'entreprise, à vocation sociale ou pas, finalement, c'est pour moi avant tout une formidable machine à résoudre les problèmes. Donc, d'une certaine façon, plus il y a de problèmes, plus il y a de potentiel. À condition que le problème soit grand, on l'a dit, mais connu et reconnu. Donc Jean-Guy donnait l'exemple des fleurs, où il y a giga problème dans tous les sens, mais juste comme personne en a conscience, comme tu le disais quand on les achète, juste du coup, pour l'instant, il y a un potentiel, mais qui est latent parce que personne ne l'exploite. Sur la construction, à l'inverse, on sait que c'est un secteur qui représente aujourd'hui dans le monde, alors en France c'est un peu différent grâce au nucléaire, si je puis dire, mais
40% des émissions de CO2, 40% de la consommation de ressources naturelles, 40% des déchets. Donc là, il y a giga problème. Et du coup, là, on commence à voir qu'il y a giga potentiel aussi. Il y a une étude de l'OIT qui est sortie en octobre dernier sur les potentiels d'emploi dans les secteurs. Alors là encore, c'est souvent sur l'environnement et on a moins de chiffres sur les aspects sociaux, ce que tu disais tout à l'heure. Mais donc l'étude de l'OIT dit l'efficacité énergétique du bâtiment, dans les 20 ans, ça devrait créer, juste ce secteur-là, en Europe, aux États-Unis, entre 2 et 3,5 millions d'emplois verts, entre guillemets. Même chose sur les énergies renouvelables, ils disent 2,1 millions dans l'éolien, 6,3 millions dans le solaire d'ici à 2030. Donc il y a quand même là, on parle de potentiel d'emploi, mais qui dit potentiel d'emploi dit potentiel de marché derrière. Il y a une étude de la Confédération européenne des syndicats aussi qui avait calculé que si on restait sur l'objectif de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre, le marché des produits et services favorables à l'environnement représenterait 700 milliards d'euros en Europe d'ici à 2010, avec 3 ou 4 millions de postes. Enfin voilà, donc il y a plein de... C'est en gros les mêmes échelles de grandeur à chaque fois, donc c'est des prévisions, donc ça vaut ce que ça vaut. Nous, on fait, dans le cadre du site Mes courses pour la planète, une étude chaque année sur les chiffres de la consommation responsable qui regarde comment évoluent tous les marchés alternatifs. Donc tous ceux pour lesquels on a les chiffres, parce que souvent il n'y en a pas, par exemple les AMAP, il n'y a pas de consolidation aujourd'hui, donc on ne peut pas voir que ça explose, alors qu'à mon sens ça explose. Mais donc quand même on voit par exemple sur l'an dernier, tous les produits éco-labellisés en France, plus 30%, les réfrigérateurs de classe A à plus 130%, là on parle de vente effective, sur des marchés qui généralement se cassent la figure ou stagnent. Les ventes de produits bio plus 18%, alors que le marché alimentaire il est en gros à 3% depuis 15-20 ans. Le commerce équitable plus 26%, les produits cosmétiques naturels et biologiques plus 35%, les détergents écologiques plus 125%, etc. Alors ça dépend, donc le potentiel il est là, c'est vrai qu'on part de peanuts, mais on part de peanuts principalement parce qu'il n'y a pas d'offre pour moi. C'est-à-dire qu'on ne part pas de peanuts parce que ça n'intéresse pas les gens, on part de peanuts parce qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter, une fois que Jean-Guy vous a expliqué pourquoi c'était mieux d'acheter des fleurs locales et de saison et si possible biologiques, la plupart du temps, vous ne le savez pas, et deux, si vous le savez, vous allez chez le fleuriste, d'abord, vous cherchez les étiquettes, affiche pas l'origine, donc comme ça, on est tranquille, puisque ce n'est pas obligatoire, contrairement aux fruits et légumes. Et si vous demandez au vendeur, il va vous regarder, genre, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Ça, c'est quand c'est moi qui demande. Et il va aller chercher la patronne qui, éventuellement, va vous dire ce qu'elle m'a dit tout l'hiver. Alors, on a deux choses, c'est les chardons et les fleurs de cire, et c'est tout. Donc, c'est important, ça, de comprendre que si, aujourd'hui, les parts de marché sont faibles, parce que dans les directions marketing, en général, on vous dit l'inverse. On vous dit, ah oui, 40% des gens disent qu'ils achètent bio-équitable ou responsable, mais regardez, la part de marché, c'est 1%. Mais c'est 1% parce qu'il n'y a personne, et notamment parce qu'il n'y a personne d'autre que des PME qui n'ont pas l'accès au marché. Dès que vous avez des grands groupes qui y vont, c'est pour ça que c'est important, on en parlera peut-être dans les défis, d'avoir des PME et d'autres structures alternatives qui innovent, parce que les grands groupes ne savent pas innover là-dessus, ce que tu évoquais sur les partenariats type Danone, Gramen, etc. Mais après, il faut que ça se répande. Et pour que ça se répande, moi, c'est ce qui me soucie sur Utopie, on n'aura pas le choix que d'avoir, d'une certaine façon, les grands groupes qui s'engagent dans la généralisation, entre guillemets, de cette innovation. Christophe, on vient de parler des grands groupes, donc je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui amène finalement un groupe à aller vers cette logique de développement durable ? Vous disiez que vous êtes quasiment monotype de clients. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, on prend la décision ? Est-ce que c'est finalement dans l'ADN d'une grande entreprise que d'aller sur ce type de marché ? On peut imaginer très facilement qu'un entrepreneur social ou quelqu'un qui démarre son organisation décide de lui donner telle ou telle orientation. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour un gros paquebot de tourner à un moment donné quand il est bien lancé ? Bon, je pense que d'abord, il faut qu'il y ait la conviction du dirigeant, même en tant une filiale d'un grand groupe. Si le dirigeant de cette filiale ne veut pas y aller, il n'ira pas. Après, il y a la position des actionnaires. Si l'actionnaire ne veut pas y aller et ne donne pas le cap, le grand groupe n'ira pas. C'est ce que disait Elisabeth. Il faut absolument que les grands groupes s'y impliquent et la conviction que c'est l'avenir. Donc nous, sur les quelques actions qu'on a eues, il y en a une qui est très typique, c'est au niveau des produits de marquage, tout ce qui est les peintures routières, les enduits thermoplastiques. On a fait un constat, le premier constat il était social. Aujourd'hui, 80% des peintures routières en France utilisent des solvants, dont certains des solvants très nocifs, comme le benzène. Et le benzène est aujourd'hui un produit étiqueté CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène, reprotoxique, donc quelque chose qui est une vraie merde pour la santé des salariés.
C'est interdit en densité supérieure à 0,1% dans les produits grand public, dans les peintures bâtiments que vous pouvez acheter dans le magasin de bricolage. Or que nous, les professionnels, nos salariés qui sont exposés toute la journée ont le droit d'être exposés à des produits qui sont vraiment très très toxiques. Donc, au vu de ce constat, on a pris la décision d'interdire le benzène pour la santé de nos salariés. En interdisant le benzène, on a forcément investi énormément dans la recherche et le développement, sachant qu'il y a des alternatives très faciles à ces produits solvantés. Aujourd'hui, les quantités de solvants utilisés dans les produits de marquage routier en France sont de l'ordre de 5000 tonnes. Et 80%, je le répète, des produits sont des peintures solvantées. Nous avons interdit ça. Nous avons fait de la recherche et développement et nous avons développé des peintures en phase aqueuse qui sont très performantes, aussi performantes, voire plus que les peintures solvantées. Et aujourd'hui, dans notre entreprise, nous utilisons 80% de peintures en phase aqueuse, là où nous en utilisions 20 il y a quelques années. Qu'est-ce que ça a développé chez nous? Ça a développé une vraie culture d'éco-conception. Avec l'AFDOR, nous avons développé un label NF Environnement pour les produits de marquage, qui est un travail énorme parce qu'on partait de rien, et puis une entreprise, partir sur des nouvelles normes et développer ça, c'est un peu de la science-fiction. Donc l'éco-conception de produits nous a amené à créer des logiciels pour qu'une fois qu'on a créé un produit éco-conçu, il faut qu'on puisse le comparer par rapport aux autres produits, sinon on reste dans l'abstrait. Donc on a conçu un logiciel qui analyse le cycle de vie du produit, qui fait son bilan carbone, on sait combien d'émissions de gaz à effet de serre on a avec tel produit par rapport à tel produit. Et aujourd'hui on le propose dans toutes nos offres à nos clients publics, on dit voilà, nous on répond avec tel produit et on vous donne ce produit-là émet tant de gaz à effet de serre et ce produit-là émet tant de gaz à effet de serre. Voilà comment, d'un problème social et de santé de nos salariés, on est arrivé à influencer sur un marché. Et ça, je trouve que c'est un exemple extraordinaire du potentiel que représente la responsabilité sociale de l'entreprise dans les futurs marchés. Ma conviction, c'est que si nous ne prenons pas ces problèmes aujourd'hui et si nous ne sommes pas performants, dans 10 ou 20 ans, nous n'existerons plus parce que ce ne seront que les entreprises qui ont pris en charge ces problèmes qui le seront. Et à la fin, on a conçu le dernier produit que nous avons conçu. L'objectif, c'était de réduire donc les gaz à effet de serre, je l'ai dit, et puis de substituer toutes les matières non renouvelables par des matières renouvelables. Et là, on a conçu un enduit thermoplastique à chaud. On a remplacé les résines et les huiles pétrolières par de la résine de pin et de l'huile de soja. Et les charges calcaires qui sont mises dans ces produits-là et qui viennent de carrières calcaires par de la poudre d'huître broyée. Et la boucle était bouclée. Voilà, nous avions un produit qui était totalement éco-conçu et labellisé NF Environnement. On fait référence depuis ce matin aussi à la notion d'innovation. Alors, elle n'est pas nécessairement technologique d'ailleurs, hein, et de plus en plus souvent, elle est sociale. On se rend compte d'ailleurs que cette innovation sociale, elle a beaucoup de mal à être reconnue. Autant aujourd'hui, des structures comme Oseo sont tout à fait capables de financer de l'innovation techno, autant elle est expliquée en quoi l'approche des AMAP est socialement innovante et mérite d'être soutenue. Et vous aurez beaucoup de mal à convaincre les gens d'Oseo de vous soutenir. Donc, il y a sans doute des efforts à faire là-dessus, mais plus globalement, quand on décide, et là je vais m'adresser vers nos amis de l'énergie verte, quand on décide de se lancer dans cette entreprise, quand on a cette vision, est-ce qu'on est compris par les pouvoirs publics, par les structures d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer, je ne sais pas, des pôles de compétitivité spécialisés sur ces questions-là, et pas uniquement sur les questions environnementales, mais sur les questions de développement durable plus largement. Est-ce que votre expérience, à vous, a été finalement un chemin, ça a forcément été sinueux, tout aussi sinueux que n'importe quelle création d'entreprise, mais est-ce qu'à la rigueur, le fait de vouloir rajouter cette dimension de développement durable a compliqué votre aventure? Alors, en ce qui concerne l'ENERCOP, alors bon, chemin sinueux certainement. Effectivement, on se heurte à un problème un petit peu spécifique dans le monde de l'énergie, c'est que comme vous le savez, la réglementation en matière d'énergie est en pleine mutation, puisque en particulier en ce qui concerne l'électricité, puisque le marché s'est ouvert en plusieurs étapes depuis les années 2000, enfin le début des années 2000, et puis c'est pas encore complètement fini de façon concrète, je dirais aujourd'hui, même si depuis le 1er juillet 2007, tout un chacun, et les particuliers également,
peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. La principale difficulté là-dessus, pour nous, elle est bien sûr de nature encore réglementaire, puisque en fait, on est encore malgré tout un peu au milieu du gué dans ce processus d'ouverture du marché, dans le sens où subsistent en France des traces très fortes de la situation précédente dans laquelle il y avait un monopole complet sur quasiment l'ensemble des métiers, en tout cas la fourniture. Et simplement le fait aujourd'hui que vous savez, le marché régulé auquel on a tous l'habitude, qui est le marché historique, qui reste aujourd'hui réservé à EDF, perdure à un prix qui est extrêmement bas. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est maintenant bien connu et bien reconnu et même dénoncé notamment par l'Europe. Pose évidemment une difficulté puisque en fait les autres fournisseurs d'électricité qui se créent en France, et il y en a quand même un certain nombre, ne peuvent évidemment pas opérer sur ce marché régulé, donc opèrent sur le marché dérégulé de l'électricité, qui est un niveau de prix qui n'a aucun rapport avec le marché régulé, ce qui a pour conséquence de les mettre dans une situation économique assez délicate. Si on regarde par exemple ce qui se passe en Belgique, je pense que là on a quelqu'un qui pourra en témoigner, on n'est pas du tout dans le même type de situation. L'ouverture du marché est plus avancée, plus aboutie, je dirais, et on n'a pas ce type de difficulté. Voilà, principalement, un des obstacles qu'on a pu rencontrer est vraiment un obstacle de nature, je dirais, aujourd'hui réglementaire. Maintenant, sur les autres points, je dirais qu'effectivement, le fait d'intégrer à notre projet l'aspect social a été, au contraire, pour nous, extrêmement enrichissant dans l'ensemble des contacts qu'on a pu avoir avec les différents partenaires auprès desquels on s'est adressé. Et ça, c'est un point qui est quand même intéressant. D'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le statut du SCIC, il ne suffit pas de se décréter SCIC, c'est-à-dire Société coopérative d'intérêt collectif. Il ne suffit pas de se décréter d'intérêt collectif. En fait, c'est un agrément qu'il s'agit d'obtenir. Et donc, l'obtention de cet agrément demande effectivement que vous rencontriez un certain nombre de personnes, de structures, et que vous puissiez effectivement peaufiner votre projet dans le sens de l'intérêt collectif, justement. Et déjà, ça, c'est quelque chose pour nous d'extrêmement enrichissant, même si ça a pris un petit peu de temps, bien sûr. Cela étant, je le disais, été 2004 pour les premières réflexions, et puis on s'est créé finalement à l'été 2005. Donc c'est pas été si long que ça. Maintenant, l'autre point qui, par contre, va effectivement un petit peu dans l'autre sens, c'est que, et c'est un peu la contrepartie de faire le choix de ne pas mettre le profit en première ligne de mire, je dirais, en le mettant en avant dans notre mission, et le statut, encore une fois, de SCIC affirme bien le contraire. C'est qu'évidemment, ça ferme pas mal de portes, en quelque sorte, à un certain nombre d'investisseurs, qui, voyant que, de toute façon, la rentabilité de l'investissement qu'ils pourraient faire dans une structure de type ENERCOP, type SCIC, serait limitée, naturellement, ça ferme un certain nombre de portes. Et donc, on a dû passer par des circuits un petit peu plus spécialisés pour avoir les moyens de notre développement. Et au-delà de ces circuits spécialisés, et je pense que c'est aussi vraiment au cœur de notre sujet, nous, on s'adresse particulièrement et principalement aux citoyens que nous sommes tous, pour que ces citoyens puissent ensemble mettre des moyens en commun pour réaliser les investissements qui leur semblent aller dans le bon sens. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant et positif, c'est que les citoyens répondent de façon très positive à beaucoup de sollicitations qu'on peut faire dans les projets qui sont des projets qui nous intéressent. L'électricité que vous vendez aujourd'hui, elle est plus chère, elle est moins chère je le disais par rapport à cette situation un petit peu curieuse, vous avez deux marchés d'électricité qui coexistent, avec un qui a un niveau de prix, disons d'un rapport 2 inférieur à l'autre. Vous avez un choix, soit vous dites effectivement, si je veux attirer des gens, je vais faire des prix très bas, donc dans le dérégulé, mais avec des prix qui correspondent à des prix du régulé, mais vous perdez de l'argent. C'est le choix que font un certain nombre de fournisseurs en France, dans l'espoir que derrière, le marché régulé devant disparaître, ou au moins devant avoir des niveaux de prix qui iront crescendo, récolteront la mise un petit peu plus tard, quand le portefeuille client sera suffisamment important. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on essaye d'avoir on pratique, je pense qu'on réussit, on ne fait pas qu'essayer, une transparence des prix. On essaie de vendre l'électricité à son vrai prix, puisqu'en fait, on a des contrats
contrat d'achat direct avec des petits producteurs. Le prix d'achat de cette électricité auprès des producteurs, elle est connue, et donc notre structure tarifaire est bien construite là-dessus, en totale transparence vis-à-vis de nos consommateurs, et du coup, effectivement, on a un niveau de prix qui est supérieur. Alors, suivant les profils, ça peut être 20%, 30%, voire même un peu plus dans certains cas. L'idée qu'on a, bien sûr, c'est que le fait de passer à un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable, c'est pas simplement le fait de dire je vais consommer comme avant, mais je vais consommer vert, ce qui est beaucoup mieux. Non, c'est bien principalement de consommer moins d'abord, ce qui peut sembler un petit peu anti-commercial, mais encore une fois, on a une structure un petit peu particulière dans ce sens-là. Donc l'idée qu'on a nous auprès de nos consommateurs, c'est de dire ben non, venez chez nous, peut-être c'est un peu plus cher au kilowattheure. Encore que pour un ménage, un profil moyen d'un ménage français, ça fait 10 € par mois, ce qui n'est quand même pas une charge extrêmement lourde. Mais surtout, ces 10 € par mois, vous devez vous donner comme objectif, évidemment, de les regagner en consommant moins, en consommant mieux. Et là, on peut peut-être vous aider pour y arriver. On s'aperçoit très très facilement qu'on part d'un point tellement mauvais, je vous le dis de façon générale, que gagner 30 ou 35% de consommation électrique dans un ménage, c'est extrêmement facile en fait. Et aujourd'hui, votre offre, elle cible les bobos, ou est-ce qu'elle est, parce que 10 € pour des bobos, c'est peut-être pas beaucoup par mois. Pour des personnes, pour les 12% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ça devient énorme. Vos clients aujourd'hui, le profil, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de la population est aujourd'hui prête à consommer cette électricité au juste prix? Non, bien sûr que non. Je pense que c'est encore... Autant, si vous voulez, le problème de l'énergie, de façon générale, on commence à se poser des questions parce qu'on parle de changement climatique, parce qu'on parle des problèmes éventuellement du nucléaire, ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Autant sur l'électricité en particulier, c'est encore un sujet qui reste encore un petit peu confidentiel de notre point de vue. Du reste, beaucoup de sondages montrent que beaucoup de Français ignorent que le marché de l'électricité est ouvert. Donc on a aussi un devoir d'information qui n'est pas suffisamment abouti aujourd'hui. Alors très clairement aujourd'hui, quand on dit payer 20%, payer 30% plus cher, on s'adresse forcément à une population qui peut payer un petit peu plus, ou qui du moins met dans ses priorités les bons choix en matière de consommation en bonne priorité par rapport à l'ensemble des choix qu'il peut faire. On pourrait faire là-dessus un parallèle avec l'alimentation biologique, hein, qui peut aussi parfois avoir un niveau de prix un peu supérieur sur ce point-là. Alors, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que, si vous voulez, nos prix sont tout à fait similaires à ce qui peut se passer dans certains autres pays. Alors, en Belgique, en particulier, on travaille, non pas directement avec l'Empirisme, mais avec EcoPower, qui est un autre fournisseur un petit peu de notre nature, parce qu'il est aussi de structure un petit peu... Enfin, les statuts juridiques ne sont pas les mêmes en France et en Belgique, mais enfin, c'est un petit peu similaire en termes de coopérative. Ils ont des niveaux de prix qui sont les mêmes que les nôtres, voire un petit peu plus chers. Et pourtant, eux sont de loin les moins chers du marché. Et effectivement, tant que cette barrière de prix subsistera, le développement d'une structure comme Enercop sera forcément limité et contrainte. Bruno, vous voulez réagir à ça? On entend donc qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs sur le marché. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que justement cette compétition, c'est une saine émulation finalement qui vous amène vers de meilleures pratiques et puis des tarifs qui sont plus compétitifs pour vos clients? Donc, différents aspects par rapport à ce qui a été dit précédemment et par Patrick. Première remarque très importante, en Belgique, il n'y a pas un client qui change vers un fournisseur d'énergie renouvelable si c'est plus cher. Donc, je dois concéder que ça doit être très difficile pour Enercop dans certains cas. En tout cas, en Belgique, le client va changer si c'est au même prix. Et si c'est du renouvelable, c'est un argument supplémentaire. Ou si c'est un petit peu moins cher, ça va lui aider à franchir le pas parce qu'on a toujours une certaine force d'inertie quand on doit changer de fournisseur d'électricité, puisque ce n'est pas un réflexe naturel. Par rapport au commencement de l'Empiris, on a reçu, en ce qui nous concerne, aucun soutien politique. Même plutôt le contraire, puisqu'on était dans un marché qui était dominé par des acteurs semi-politiques à l'époque, puisque monopolistiques. Et donc on n'était pas très bien perçu. La situation a évolué puisqu'on a commencé à engager pas mal de personnel pour pouvoir se développer. Et par la suite, on a reçu plus de soutien. Par rapport au positionnement des grands groupes par rapport à une offre de renouvelables, au début, nous étions les seuls, avec EcoPower, que Patrick a mentionné, à offrir du renouvelable sur l'ensemble du territoire belge. Donc un groupe comme Electrabel, donc aujourd'hui GDF Suez, ils nous ont pris pour des hurluberlus. J'ai encore les coupures de presse. Aujourd'hui,
ils offrent de l'énergie renouvelable à leurs clients. Donc il y a différentes propositions dans leur offre, dont une 100% vert. Vous pouvez signer en tant que particulier, même en tant qu'entreprise, un contrat 100% vert. Et ils en sont aussi à plus de 100 000 clients. Le groupe SPE Luminus, qui appartient maintenant on a un marché très français en Belgique, qui appartient maintenant à EDF, offre aussi une offre d'énergie renouvelable. Donc en tout, en Belgique, il y a plus de 500 000 particuliers qui ont signé un contrat pour de l'énergie renouvelable, ce qui représente tout de même environ 17% de part de marché pour le client particulier, ce qui est pas mal. Et c'est effectivement aussi grâce peut-être aux réactions vis-à-vis de la perte de certains clients, mais en tout cas au choix de ces grands groupes de se lancer dans le renouvelable avec des moyens nettement supérieurs aux nôtres, à la fois pour convaincre les clients, mais à la fois aussi pour investir dans la production. Et c'est là que nous, on se différencie par rapport à pas mal d'acteurs ici présents et par rapport à EcoPower. Donc notre philosophie, elle repose sur une théorie qu'on appelle, dont on entend un peu parler maintenant, qui est les 3 P, à savoir people, donc pour les personnes, le personnel et le respect des clients, planète, pour la sauvegarde de la planète, et profit. Et pour nous, en tout cas notre société, c'est un aspect très important parce que nous souhaitons non pas rémunérer les actionnaires, maintenant c'est relativement facile puisqu'on n'est encore que 2, donc on ne se donne pas de dividendes, mais on réinvestit ça dans de la production. Donc au départ de manière limitée, puisque nous avions des moyens limités, mais aujourd'hui un peu plus importants, et on souhaite continuer à développer ces 3 axes. Sur ces 3 axes, Jean-Pierre, je crois que c'est aussi quelque chose d'important pour vous. Le commerce équitable, c'est effectivement une relation nord-sud plus équilibrée. Jean-Guy disait que ça peut être aussi dans un certain nombre de cas une relation nord-nord. Mais j'imagine qu'une structure de commerce équitable sans une cohérence même interne, c'est-à-dire une mobilisation, une implication des salariés, un respect de cette force de travail, ça ne tient pas debout. Comment est-ce que vous avez décidé de structurer cette approche-là ? Oui, alors je pense que c'est assez intéressant ce qui a été dit, et il faut effectivement d'abord la volonté du chef d'entreprise pour développer une action autour du développement durable ou du commerce équitable, mais ce que je crois, c'est qu'il faut également derrière le levier du consommateur, parce que nous ne pouvons pas faire bouger le système si le consommateur ne vient pas dans la réflexion. Or, on se rend bien compte que depuis la crise, c'est-à-dire depuis le mois de septembre, le consommateur a énormément changé dans son approche intellectuelle d'acte d'achat, c'est-à-dire qu'il est parti d'une surconsommation à une consommation qui part sur 2 axes opposés, l'axe promotion-prix, et l'axe commerce équitable et développement durable, Elisabeth l'a dit. Donc on a un consommateur qui réfléchit dans son temps de consommation, c'est-à-dire qu'il peut éloigner son temps de consommation, il peut attendre assez longtemps pour consommer, donc ce qui explique des baisses de chiffre d'affaires importantes pour les entreprises. Et donc il a pris la conscience, je pense, et c'est pour ça qu'il faudrait un peu élargir le champ de réflexion, de la paupérisation du consommateur, c'est-à-dire qu'on a fait les 40 glorieuses, les 50 glorieuses, puisque depuis les années 60, on est en croissance permanente, est parti d'un principe de paupérisation des populations du Sud et donc de non-répartition des richesses. Donc il va bien falloir à un moment donné se poser la question, quelles sont les règles des marchés ? Le commerce équitable, en cela, a été disons, initiateur d'un nouveau modèle économique, puisque on a dit aujourd'hui, dans les années 90, quand ça s'est créé, le marché était à peu près à la moitié des coûts de production. Donc plus personne ne pouvait vivre. Et qu'est-ce qu'il a été décidé donc, par les acteurs historiques ? C'est, on définit un prix minimum garanti, quel que soit le prix du marché. C'est-à-dire que pendant très longtemps, nous, on a payé le café 2 fois le double du prix du marché qu'on pouvait avoir à café équivalent. Dans le même temps, pour développer, on ne pouvait pas vendre le double du prix d'un café normal. Donc, on ne peut vendre un produit issu du développement durable ou de l'agriculture biologique que si on reste dans des considérations prix proches, voire égales ou plus ou moins 5% par rapport
à un produit traditionnel. Et ça, je pense que c'est la base du développement. Donc il faut l'approche prix, il faut l'approche amélioration de la productivité. On le voit dans l'agriculture biologique. Je pourrais vous donner des exemples dans le café. Par exemple, on est en train de développer un centre de formation au nord du Mexique sur une coopérative qui était très en avance sur l'agriculture biologique, où on a des rendements de 1300 kg à l'hectare de cerises de café, alors que dans les plantations traditionnelles biologiques, on a 300 kg à l'hectare. Donc, il faut qu'on intègre de l'économique dans le biologique, dans le développement durable, et il faut qu'on recrée de la répartition des revenus par des filières complémentaires. Ça passe par de l'agriculture vivrière qu'on est en train d'essayer de développer, ça passe par des activités complémentaires, et ça passe même par de la formation. On a créé, par exemple, en Haïti, on a installé un centre émetteur WIMAX dans une zone pour apporter de l'appui aux écoles publiques, pour former les jeunes populations. Parce qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui un monde globalisé, dans lequel on doit apporter chacun des solutions individuelles, mais on doit agir, si on veut que ça avance vite, et Elisabeth disait que ça avançait pas assez vite, on doit avoir un effet de levier vers le consommateur, c'est-à-dire en lui apportant les produits, en lui apportant les prix, et en lui apportant l'ensemble des entreprises qui s'engagent sur la démarche. On pourra y revenir tout à l'heure. Christian Jacob, on parle encore une fois très très souvent des grands groupes, de la RSE pour les grands groupes. Vous le disiez tout à l'heure, souvent les PME, PMI font du développement durable sans forcément le savoir. Ou sans le dire, effectivement, c'est différent. Comment est-ce qu'on peut accélérer ça? Est-ce que les dispositifs existants aujourd'hui sont adaptés finalement à l'émergence de ces nouveaux marchés? Est-ce qu'on peut renforcer ces dispositifs? Et est-ce que, je crois qu'il y a 500 000 PME qui sont à reprendre dans les 10 ans qui viennent, faute de repreneurs, est-ce qu'on ne peut pas imaginer en transformer une partie pour aller vers ces métiers-là, puisqu'il semblerait qu'il y ait effectivement un gisement de croissance important? Et si on voulait le faire, qu'est-ce qu'il faudrait imaginer comme dispositif d'après votre expérience à ces fonctions? Ça, c'est. Je suis pas sûr. Vous avez 2 minutes. Je suis pas sûr d'avoir la recette miracle. Ce qui me semble qui est essentiel, c'est d'avoir, et c'est pour ça que les débats que nous avons en ce moment sur le développement durable, sur le Grenelle, sur le phénomène de mode, et je rejoins complètement ce que disait Elisabeth Laville il y a un instant, sont importants parce que ça crée une mobilisation. Et on voit bien aujourd'hui la démonstration que faisait Jean-Pierre Blanc à l'instant, c'est qu'on est obligé de s'appuyer sur ce trépied qui est celui à la fois du progrès social, c'est-à-dire que quand on travaille ou on fait plus, c'est pour que ça apporte un progrès social, sinon on n'y trouve pas un intérêt. Il faut qu'il y ait une pérennité économique, donc il ne faut pas se voiler la face sur la réalité économique, elle est essentielle. Et puis d'avoir l'approche environnementale qui correspond peut-être pour une partie qui a correspondu à un phénomène de mode, mais qui maintenant est en train de rentrer complètement dans les approches que l'on peut avoir dans les entreprises. Alors, on peut l'avoir grâce à la loi, c'est l'enjeu du Grenelle. Quand le pacte énergie-climat et le paquet énergie-climat est bouclé et qu'on s'engage sur les 3 x 20, c'est un engagement qui est extrêmement fort, de dire d'ici 2020, on va baisser de 20% nos consommations d'énergie, on va faire 20 ou 23% en énergie renouvelable et diminuer de 20% les gaz à effet de serre. Concrètement, ça veut dire que si on ramène ça à un bâtiment en consommation d'énergie, un bâtiment qui est construit neuf aujourd'hui avec les normes, avec les RT 2005 ou les normes connues, on est à, disons, à 220 ou 230 kWh par an et par mètre carré. Et en 2012, on passe à 50 kWh. Ce qui veut donc dire que derrière cela, il y a un facteur de croissance qui est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de formation et un vrai marché qui se développe. Donc c'est là qu'on voit que cette approche n'est pas du tout antinomique avec la crise que nous connaissons aujourd'hui. C'est au contraire un facteur de relance et c'est ça qui en assure la pérennité. Et c'est là que la mobilisation compte parce que si on a cette mobilisation comme... Aujourd'hui, la prise de conscience que nous avons fait qu'on est en train d'avancer dans cette voie, c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Après, le rôle du politique, c'est d'aménager les réglementations, mais c'est d'abord d'avoir posé ce débat, de la même façon que sur la gouvernance des entreprises,
et la gouvernance d'une manière générale, ce qui s'est passé sur le Grenelle, avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques, des organisations syndicales, des grands mouvements associatifs, bien rien ne se passera plus comme avant. Après il y a un avant et il y a un après Grenelle en matière de gouvernance et de prise de décision. Et ça, je pense que c'est vrai aussi dans la réalité des entreprises. On voit bien que l'entreprise qui réussit et qui tient en période de crise, ça n'est pas uniquement sur le seul critère de rentabilité économique, sur la seule approche financière, parce que sinon, toutes les LBO auraient réussi. On a vu les retours de flamme qu'il y a pu avoir. C'est aussi parce qu'à un moment, il y a une mobilisation au sein de l'entreprise, donc la notion de progrès social, de gouvernance, de mobilisation des forces vives compte. La question de confiance avec les clients, quand on a des périodes difficiles, c'est un élément déterminant pour la pérennité des entreprises. Et puis, si on veut rajouter un critère, sur l'accompagnement, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, sur les entreprises qui résistent dans les 5 premières années de leur création, le premier critère, c'est la capacité d'autofinancement, donc d'avoir cette trésorerie pour tenir. Mais le deuxième critère, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont multipliés par 2 ou par 3 s'il y a un accompagnement, alors aussi bien technique, juridique, social ou autre, mais que l'entreprise ne soit pas isolée. Et on est équipé pour ça aujourd'hui ? On a ce qu'il faut sur l'ensemble du territoire, ou est-ce qu'il va falloir renforcer la formation, l'amener vers cette spécificité ? Il va falloir créer des endroits où on va pouvoir effectivement mutualiser des centres de recherche, etc. Est-ce qu'on est prêt finalement à cette révolution ? Parce que je crois qu'on est tous d'accord sur le constat, on est tous d'accord effectivement sur les belles perspectives d'avenir. On est aussi d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un problème de structuration des filières, il y a un problème de formation. Donc comment où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui pour être au point dans 5 ans ? Objectivement, on avance en marchant. Je crois que toutes les réponses ne sont pas apportées. Simplement, on voit bien que quand on a commencé à poser le débat sur les 50 kWh, ce que j'évoquais tout à l'heure par mètre carré, tout le monde dit que c'est absolument impossible à réaliser parce qu'on n'a pas les entreprises, on n'a pas les outils de formation, etc. Parallèlement à cela, les métiers du bâtiment se sont dit, chiche, on va y aller, et on est en train très rapidement de monter les filières de formation qui sont en train de se mettre en place. Donc cette mobilisation, il faut surtout qu'elle continue, et là on a un rôle d'accompagnateur qui est déterminant, mais bien sûr que non, aujourd'hui elle n'existe pas, mais en même temps il y a une telle réactivité que j'ai plutôt tendance à dire que ça avance et que ça avance bien. D'accord. Je pense qu'on pourra y revenir dans quelques instants sur les recommandations et sur les quelques idées forces qu'on aimerait faire passer ce soir. Je vais me tourner vers Jean-Guy pour parler un peu de ces nouvelles alliances. On parle effectivement aujourd'hui de cette frontière qui se gomme progressivement entre le monde de l'entreprise classique, le monde des entrepreneurs sociaux et de l'économie sociale. On est en train de voir des joint ventures, on est en train donc de réfléchir création de valeurs communes, synergie, etc. Toi, tu l'expérimentes, je crois, à une petite échelle sur Fleur de Cocagne. Est-ce que c'est aussi beau que ce qu'on veut bien nous raconter chez Danone ou chez d'autres, ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe parce que finalement, culturellement, d'un point de vue même, j'ai envie de dire génétique, les entreprises et les secteurs de l'économie sociale est vraiment pas pareil ? Il faut croire qu'il n'est pas pareil, puisque l'animateur de ces journées disait à Rémi Roux tout à l'heure, PDG d'une SCOP, alors quand est-ce que vous serez une vraie entreprise ? J'étais sidéré, et c'est l'animateur de ces journées. Donc toi, on est mal barré déjà. Comme il ne fait pas du vrai emploi, il ne fait pas du vrai chocolat Etika. Enfin, je n'ai pas bien compris. Bon, alors parlons un petit peu de ces nouvelles alliances. Quand on a commencé dans les années 70 à s'occuper de... Hein ? Il est là, l'animateur. Ah, c'est lui là. Bon, il manquerait plus qu'il y ait Ribou parce que je vais en faire une séance sur Danone. Et puis,
Quand on a commencé à organiser des rapprochements, ce grand monde de l'économie sociale et solidaire et celui de l'économie un peu plus conventionnelle et classique, il faut dire qu'on est passé par plusieurs stades. On est passé d'abord par un premier stade qui était assez celui de la charité et du misérabilisme des années 70 et 80, où je me souviens très bien faire la une des petits journaux locaux, ou tenant bêtement un chèque donné par le Rotary du coin qui ne correspondait à peu près au montant d'une assiette de ce qu'ils étaient en train de manger à 50 tous ensemble. Donc voilà, c'était le premier contact entre la grande entreprise et l'économie sociale et solidaire. On va vous aider à faire les pauvres. Après, il y a quand même des choses qui ont largement avancé en termes de responsabilité sociale et heureusement. Et aujourd'hui, il y a peu de grands groupes d'entreprises qui ne s'est pas doté de quelque chose autour d'une fondation d'entreprise où effectivement on est arrivé à un deuxième stade. Alors je pourrais donner aussi des anecdotes là-dessus, où effectivement il y a des gens qui ont... Alors on n'est pas du tout dans cette culture anglo-saxonne de traiter avec des fonds privés, par exemple dans le social. Alors du côté du social, je me suis fait taxer d'à peu près de tout, je vendis mon âme au diable, etc., etc. Et puis du côté des entreprises, il n'y a pas plus de professionnalisme que ça dans la manière dont ils peuvent être solidaires. Puisque je ne veux pas citer de nom, mais il y a des tas de... J'ai des listings si vous voulez. Et il y a des grands groupes d'entreprises qui, à un moment donné, amenaient effectivement énormément d'argent dans l'économie sociale et solidaire, mais une année, parce qu'une année, ils donnaient dans le handicapé, puis l'année d'après, il fallait du pauvre, puis l'année d'après, il fallait, je ne sais quoi, de la veuve de guerre. Ou bon. Donc, à un moment donné, on a besoin de temps, on a besoin de construire des choses qui sont extrêmement importantes. Donc aujourd'hui, on aborde une troisième période qui nous semble beaucoup plus importante, celle qu'on appelle des nouvelles alliances. Alors aujourd'hui, le seul grand bon exemple qu'on a, c'est Danone qui l'a fait avec Younous au Bangladesh, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de réinventer les principes de ce qu'on appelle un social business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment être en totale implication avec son territoire, comment, si je vais produire des yaourts au Bangladesh, les gens du Bangladesh, de cette région-là, ils puissent retrouver un emploi dans ces boîtes-là, puis surtout comment les gamins qui sont à côté et qui crèvent de faim, ils puissent consommer les yaourts qui sont produits là. Donc, vous avez des choses excessivement, qui paraissent tellement basiques et simples, mais voilà, qui a fallu. Donc aujourd'hui, on en est à essayer de construire un petit peu des nouvelles alliances, et si effectivement on a taxé des gens comme moi d'avoir vicié le social parce que j'y amenais de l'économique de les années 70 et 80-90, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y avait des barrières extrêmement étanches entre deux mondes qui se connaissaient, qui avaient des fausses représentations des uns et des autres. L'entreprise, c'est le grand capital, forcément ils exploitent, puis les associations, c'est une bande d'amateurs, rigolos et machin, mais qui sont absolument pas professionnels. Donc la porte s'en trouve de plus en plus, et ces cloisons étanches sont en train de totalement aujourd'hui d'être totalement ébranlées et d'être totalement fissurées. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de plus en plus, et il y a longtemps que dans cette partie sociale et solidaire dans laquelle je travaille, qu'il a fallu qu'on apprenne des vraies techniques d'entreprise. Je vous expliquais, quand on vient de la sociologie et du travail social, il a fallu apprendre la gestion, il a fallu apprendre le marketing, il a fallu apprendre la communication, il a fallu apprendre le management. Enfin, quoi que le management, je pense qu'on pourrait inverser. Quand on sait faire travailler des gens dont personne ne veut et puis qui ont des taux d'absentéisme moins importants que dans les entreprises, on doit, je ne sais pas qui a des leçons à donner aux autres, mais enfin, on peut en parler. Alors c'est justement, il faut exploiter un petit peu ces nouvelles alliances, parce qu'effectivement, on parle de plus en plus, on l'entend bien, de responsabilité sociétale, de responsabilité sociale. On sent bien que les entreprises ne peuvent plus avoir un mode de gouvernance qui soit totalement déconnecté de leur territoire, de ce qu'ont envie d'entendre ou de faire leurs propres salariés, etc. Et puis à côté de ça, il y a un vrai savoir-faire qui s'est exercé à ce qu'on appelle aujourd'hui des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire que si on était peut-être des amateurs rigolos il y a quelques années, aujourd'hui il y a des tas d'exemples à Ashoka où c'est des milliers d'emplois, où c'est des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin je veux dire, on n'est plus dans quelque chose du tout d'anecdotique. Et donc je pense, et peut-être pour conclure, que si on est à peu près tous d'accord sur les constats de ce qui va nous arriver dessus dans les 20 à 30 ans qui viennent. Je ne veux pas faire de débat pour savoir si la crise atlantique elle aura lieu en 20 ou en 25 ou en 30. On s'en fout un peu, on le sait tous, elle va nous arriver dessus. Liée à une crise économique qui est déjà largement engagée, dont les oiseaux de mauvais augure disent elle va s'enfoncer et se perdurer, d'autres qui disent mais non, ça va reprendre tout de suite. Ceci dit, il y a une autre crise qui est aussi, c'est les crises écologiques. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quelques personnes qui disaient ça il y a très longtemps, mais ça n'a pas le goût important. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord. Et quand je
lisais les comptes rendus des gens qui se réunissent à Davos, qui sont quand même pas des ultra-gauchistes, et puis des gens qui étaient en même temps au Brésil au Forum social, eh ben, ce qui est très étrange, ils n'ont pas tout à fait les mêmes modes pour régler les problèmes. Mais sur les constats, ils sont tous d'accord. On sait ce qui va nous arriver. Donc si ces enjeux-là, c'est qu'on, dans les 20 à 30 ans, on va multiplier les phénomènes de pauvreté, aussi bien dans le sud que dans le nord. Si dans les 20 à 30 ans, on va multiplier, il faut réinventer des choses d'un point de vue énergétique et des gens s'y attachent déjà. Si effectivement, toutes les crises écologiques qui sont annoncées, etc., on ne pourra pas, nous, l'économie sociale et solidaire, dans notre grand caractère vertueux, régler tous ces problèmes-là. C'est pas parce qu'il y aura 5 ou 10% de ceux qui représenteraient a priori 10% du PIB en France, chiffre très controversé, enfin peu importe. C'est quoi l'ambition? La seule ambition de l'économie sociale et solidaire serait de gagner 1 ou 2 points sur la grande entreprise ou le grand capital. Ça ne peut pas fonctionner et ce n'est pas comme ça qu'on pourra régler ces enjeux-là. On ne peut les régler que dans des nouvelles alliances. Et quand j'appelle nouvelles alliances, c'est effectivement des associations, des alliances entre le monde de l'économie, de l'entreprise qui a un vrai savoir-faire, mais qui perd aussi un petit peu les pédales aujourd'hui à bien des égards et qui a besoin de changer des choses. C'est aussi celui du côté des pouvoirs publics, parce qu'effectivement, moi par exemple, je suis dans une filière bio, on aurait pu en parler. Par exemple, ça fait 10 ans qu'on nous demande d'être à toutes les tribunes, d'être à tous les groupes de travail, d'être au ministère de l'Agriculture, etc., etc. Et en fait, on prône sans arrêt cette agriculture bio. Mais il y a une espèce de schizophrénie qui fait que quand on veut aider une autre agriculture, c'est pas celle-là qu'on aide. Donc, à un moment, il faut aussi que du côté des pouvoirs publics un certain nombre de choses, mais c'est pas dans la critique permanente, etc. C'est dans de l'alliance. Et puis nous, on a pratiqué particulièrement dans nos jardins, une autre manière aussi d'approcher, qui est celui de l'approche où on parlait de consommateurs, ou consommateurs, moi je dirais plus globalement de la société civile. Eh ben, on s'aperçoit que notre job, qui est de produire des légumes bio et de les distribuer, et puis d'insérer des personnes en difficulté, on a besoin aussi de la société civile, qui est une grande oubliée. Donc en fait, ces nouvelles alliances, elles se situent au cœur d'une triangulation entre le monde de l'économique, de l'entreprise, qui doit bouger, les pouvoirs publics qui doivent bouger, et la société civile qui doit bouger. Et nous, bien entendu, qui devrons s'adapter un petit peu à tout ça. J'ai été trop long, pardon. Oui, forcément, mais ça on le savait. Il nous reste très très peu de temps. En plus, Elisabeth va devoir sauter dans un taxi qui doit quasiment déjà être en bas, et je crois que Christian Jacob est attendu aussi. 10 minutes pour faire un petit tour de table sur ces propositions, et puis je me tournerai ensuite vers vous pour savoir si, au-delà des propositions qui vont être faites par les uns et les autres, vous pouvez en avoir de complémentaires. Je vous promets pas qu'on les portera toutes ce soir en plénière. On va essayer d'en extraire les 3-4 les majeures, celles qui nous pensent, dont on pense qu'elles peuvent véritablement être applicables assez rapidement. Elisabeth, peut-être une... Moi, j'avais 3 pistes qui me paraissent intéressantes, dont 2, j'ai l'impression qu'on en parle, moi j'en parle depuis 16 ans, mais je ne sais pas si la proposition, ça ne serait pas juste à un moment d'arrêter de faire des propositions et juste d'y aller, quoi. Mais la première, c'est... Jean-Guy disait l'économie sociale et solidaire, ça représente 10% du PIB. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on calcule ce PIB est un problème pour reconnaître ce dont on parle. C'est-à-dire, tant qu'on aura une approche exclusivement monétaire, l'aspect de création de valeur sociale, etc., il n'est pas pris en compte. Les économies qu'on fait sur des dépenses publiques du fait de la cohésion sociale qu'on crée avec ces initiatives, etc., ne sont pas prises en compte. Et si on avait un indicateur plus fiable et qu'on calculait la contribution de l'économie sociale et solidaire, on aurait probablement plus que 10%. Premier point. Deuxième point, la fiscalité encore et encore et encore, c'est-à-dire qu'on continue, on parle de la fiscalité verte, etc., on continue à taxer tout ce qu'on voudrait encourager, c'est-à-dire la création d'emplois et la création de richesses, et à ne pas taxer ou quasiment pas tout ce qu'on voudrait décourager, c'est-à-dire la consommation de ressources naturelles, a fortiori renouvelables, et la production de déchets. Donc, je veux dire, juste le système qu'on a, fiscalement, il est alors c'est OK, c'est compliqué à changer, etc., mais juste, il va falloir s'y coller à un moment. Et le troisième point, c'est l'aspect des statuts des entreprises. Il y a une initiative en Californie dont je te parlais tout à l'heure qui s'appelle B Corporation, qui vise à permettre aux entreprises
Alors, ça commence par un audit de l'entreprise et puis un audit de l'utilité sociale de ces produits. Mais surtout, après, on travaille sur les statuts des entreprises. Et pourquoi on ne créerait pas un statut d'entreprise d'utilité sociale, d'utilité publique, comme il y a les associations, etc. Quand on dépose ces statuts, moi je me souviens l'avoir fait pour Utopie, donc on inscrit dedans ou pas l'objet social, littéralement, qu'on va poursuivre et comment on compte contribuer au bien-être de la société. Et selon ce que vous marquez, d'abord, si vous le marquez, vous y tenez, c'est-à-dire après, il faut trouver une façon d'obliger les structures à rendre des comptes là-dessus, évidemment, mais du coup, de donner des avantages aux boîtes qui le font sur celles qui ne le font pas, quoi. Merci. Christophe, je crois que vous aviez une réflexion autour de comment on influence finalement les donneurs d'ordre pour que... Je ne peux pas résister à l'envie de faire une proposition à Christian Jacob puisqu'il est présent. Aujourd'hui, le Code des marchés publics a énormément évolué. On autorise, c'est vrai, les variantes environnementales. Mais moi, ce que je voudrais proposer, c'est qu'on les autorise de manière systématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonctionnaire qui rédige un marché, il a coché quelque chose et a justifié qu'il doit autoriser une démarche environnementale. Et moi, je propose l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il se justifie s'il n'autorise pas la démarche environnementale. Et ce changement de comportement ferait qu'il y aurait des variantes environnementales sur tous les marchés publics. Un grand acquiescement, bravo. Jean-Pierre ? Oui, je pense qu'il faudrait pour moi quelques propositions pratiques, donc 2 propositions, une pour les pays du Sud, une pour les pays du Nord. Pour les pays du Sud, on a beaucoup d'aide, et je me méfie beaucoup de l'aide aujourd'hui parce qu'elle est souvent dévoyée, donc je voudrais qu'on puisse retravailler l'aide aux pays du Sud dans un cadre tripartite, c'est-à-dire entreprises qui s'engagent, coopératives des pays producteurs, quels que soient les types de produits, et institutions financières internationales, notamment en ce qui concerne l'AFD. D'ailleurs, il y a eu un colloque il n'y a pas très longtemps ici à l'Assemblée nationale, pour développer ensemble des programmes qui sont de taille beaucoup plus réduite, avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs à la sortie. Parce qu'aujourd'hui, les programmes sont généralement disproportionnés et n'apportent que très peu d'appui ou de façon très limitée. Il y a beaucoup de déperditions. Donc déjà, réguler nous-mêmes la nature de l'aide. Ensuite, en ce qui concerne notre façon de faire ici, en ce qui concerne les entreprises, peut-être que les pouvoirs publics pourraient travailler dans le cadre de ce qui me semble la mesure la plus astucieuse et intelligente qui a été faite cette année, c'est le statut du crédit d'impôt recherche, donc qui permet de déduire directement de l'impôt société, donc un certain nombre de dépenses qui ont été faites, c'est-à-dire on passe de l'aide assistée avec beaucoup de paperasse, avec de l'aide directe que l'entreprise peut, dont l'entreprise peut engager des frais immédiatement, et ça pourrait concerner tous les produits éco-conçus, tous les produits qui amènent des économies d'énergie, et ça pourrait être fait très rapidement, applicable immédiatement, et ce n'est qu'un report de recettes pour l'État. Donc il y a un intérêt à la fois économique, de développement pour les emplois, et puis de travailler dans le sens de cette économie de développement durable. Merci. Bruno et Patrick, peut-être sur l'énergie verte ou... De mon regard extérieur, mais je ne peux qu'acquiescer ici Jean-Pierre en parlant en tout cas de fiscalité verte, et pour peut-être pour Patrick, pour l'aider, pourquoi pas réfléchir à une fiscalité sur l'énergie qui est aujourd'hui à 19,6%, la diminuer à 5-6% lorsque elle est produite à partir d'énergies renouvelables produites en France, parce qu'il y a aussi des mécanismes de certificats européens, mais pourquoi pas, parce qu'on diminue effectivement on diminue le transport et donc le coût de l'électricité, donc ça sera profitable pour tous. Pourquoi pas aussi, c'est un axe de développement que j'essaye avec difficulté, enfin qu'on essaye avec difficulté de mettre en place en Belgique, l'investissement dans ce qu'on appelle les spin-offs chez nous, donc dans les collaborations avec la recherche universitaire, pour toutes les nouvelles technologies en énergie renouvelable. Ça se fait énormément aux États-Unis pour le moment. Ça s'est fait au Danemark. Vestas, premier producteur éolien, grâce à une aide d'État à la base. Donc là, je pense qu'il faut continuer et aider la recherche la recherche universitaire qui peut mener à des nouvelles technologies qui pourront être développées à partir de la France et puis être, pourquoi pas, exportées.
Oui, alors je crois effectivement que, on le disait, on est dans un cadre assez réconfortant parce qu'on voit beaucoup d'expériences très intéressantes. Il faut quand même être conscient et clair que l'ESS en France reste quand même assez marginal. Alors je ne sais pas si c'est 10%, si c'est moins, si c'est plus. Et souvent le fait, et on le voit bien, de motivation personnelle assez forte dans les différentes expériences qu'on a pu voir et d'autres aussi dont on n'a pas parlé. Et bien l'enjeu de la journée, si j'ai bien compris, c'est bien de savoir comment est-ce qu'on peut passer de ce modèle-là à un modèle un petit peu plus généralisé d'entreprise sociale et solidaire. Et je pense qu'il manque beaucoup de choses encore. Alors évidemment, moi j'ai noté un certain nombre de points. C'était dit un petit peu de différentes façons par les gens qui m'ont précédé, donc je ne peux que souscrire à ce qui a été dit. J'avais noté le rôle important que doit jouer, et je crois que Mme Notal l'avait souligné également ce matin, des collectivités territoriales qui ont un devoir d'exemplarité. Effectivement, ce qui a été dit sur le code des marchés publics, moi je suis évidemment d'accord à 100% ou à 200%. Alors ce qui a été souligné également tout à l'heure, je crois, c'est un peu plus difficile, c'est qu'effectivement le citoyen, le consommateur, enfin appelons-le comme on veut, a un rôle absolument fondamental, parce que c'est vraiment un levier par lequel tout peut changer, je crois, hein. Et on a un peu de difficulté à voir un petit peu comment jouer un peu plus avec ce levier-là. C'est pas simple, mais c'est vraiment un sujet sur lequel je pense qu'il mériterait une réflexion un peu plus approfondie, de façon à ce que effectivement les consommateurs, les citoyens aient la possibilité de peser davantage par leur choix personnel sur la structure globale de l'économie. Et je pense que c'est un petit peu en marche déjà, mais il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Je le disais, en termes de réglementation, il y a quand même des réglementations sectorielles qui sont mieux adaptées. Enfin, dans le domaine de l'énergie, j'en ai dit quelques mots. En France, sur l'électricité, on est encore loin du compte pour aller dans le sens qu'on souhaiterait. Puis j'avais noté aussi incitation fiscale. Bon, je crois que c'était dit par plusieurs personnes, donc je vais pas insister. Et statut juridique, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Je crois que c'est important. Le statut de société coopérative d'intérêt collectif, j'en ai dit quelques mots. Je pense que c'est vraiment une affirmation, non pas simplement symbolique, mais dans les faits et dans les statuts, dans le fonctionnement et dans ce qu'on peut faire avec une structure de ce type-là, qui va vraiment dans ce sens-là. Pour autant, c'est vraiment assimilé sur tous les sujets comme une ESA classique, et le fait d'être une SCIC n'offre pas aujourd'hui d'avantages spécifiques qui pourraient nous aider. Jean-Guy, une petite proposition ou une quinzaine de propositions d'un coup? Oui, enfin, je vais être totalement solidaire avec ce que j'ai déjà fait avec tout un ensemble de camarades au niveau national et qu'on a déjà remis à pratiquement tous les ministères, en tous les cas en main propre à M. Wauquiez et Martin Hirsch. C'est qu'en fait, il y a un comité national de l'entrepreneuriat social qui a publié un livre blanc. Vous allez sur un site qui s'appelle le site de l'Avise, il est téléchargeable, et qui amène 15 initiatives, 15 propositions pour développer l'entrepreneuriat social. Donc je ne saurais que... Je n'ai pas le temps de les décliner, bien entendu. Et puis, puisque Patrick Vivray, à côté, s'il avait été là, et ce qu'il dit tout le temps est assez vrai, c'est que si on veut changer le monde, il faut aussi penser à changer personnellement. C'est clair. Je vais me tourner maintenant vers vous. On a 5 minutes, on va prendre 3 questions, 3 remarques. Idéalement, si ça pouvait être même des recommandations, je voudrais même en téléguider une, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la nécessité de former et de former et de commencer finalement à transformer l'ADN de nos enfants pour qu'ils aillent vers cet entrepreneuriat plus responsable. Déjà peut-être vers l'entrepreneuriat, je crois qu'on a envie qu'il y en ait de plus en plus, plus responsable aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, dans les business school, à l'université, beaucoup plus tôt faciliter finalement cette rencontre avec l'entrepreneuriat, démystifier l'entrepreneuriat qui est loin d'être finalement l'image d'Épinal du grand patron, son gros cigare et sa belle limousine, même si elle est hybride aujourd'hui. Je crois que cette image a vécu. Il faut véritablement réconcilier ses enfants. Et puis, en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a, on en croise de plus en plus, des quadras, quinquas qui se disent, mais finalement, à quoi est-ce que tout ça sert? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de partir vers d'autres horizons? Et puis, il me semble qu'il y a dans la salle une personne, je vais me tourner vers Caroline, qui fait une grande école, il se trouve qu'on s'est connus là-bas, et puis a commencé à rentrer dans le monde de l'entreprise, et puis un jour a décidé de faire un virage à 180 degrés, ce que je vais faire pour te regarder. Est-ce que tu veux juste nous dire comment ça s'est passé? Bonjour à tous. Oui, je voulais juste partager une expérience personnelle que j'ai faite. Donc moi, je viens du marketing au départ, ensuite des ressources humaines, dans un groupe international qui faisait des jeux vidéo qui devenaient de plus en plus violents. Donc j'en suis partie pour des raisons éthiques. Le groupe ou les jeux? Les jeux et le groupe, de fait.
Et j'ai créé une école qui s'appelle Living School, une école au service de la vie, qui a comme objectif de développer des citoyens épanouis, responsables, qui vont pouvoir contribuer au monde de demain, dans la mesure où ils auront des enjeux sacrément costauds à gérer. Et merci d'avoir parlé du fait de se changer soi, puisqu'on travaille énormément la confiance en soi, dans la mesure où c'est vraiment la base pour se réorienter, c'est d'avoir confiance en ses capacités, avoir confiance en son potentiel et se bouger pour changer les choses. Et ce changement, pour moi, a été possible dans la mesure où j'ai suivi une formation dont je voulais vous parler parce qu'elle mérite d'être connue, qui est une formation privée faite par un cabinet privé qui s'appelle Recherche et Évolution, qui s'appelle Master pour le développement du leadership éthique et qui permet vraiment aux gens de se repositionner, tous les gens qui ont vraiment envie d'apporter du sens dans leur vie et de contribuer à un monde meilleur, à la fois pour la planète et pour l'humain. Et c'est une formation sur 3 années, assez exigeante, mais qui permet vraiment des repositionnements massifs. J'en suis un exemple, mais on en a plein. Un dirigeant de M6 qui a créé une entreprise qui s'appelle Kinomé, qui fait de la revalorisation de la nature, de la reforestation. Donc plein de gens qui se sont repositionnés chacun à leur tour de manière à contribuer à un monde plus durable et plus vivable, et voilà. Fin de la page de pub. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui voudrait intervenir? Oui. Il y a des micros au bout de chaque travée, il faut juste appuyer. Ici dans le micro. Oui, juste un petit propos préliminaire. Donc, je suis donc Emmanuel Delannoy, je suis directeur d'un institut qui s'appelle Inspire et qui travaille sur l'émergence de nouveaux modèles économiques dans le lien économie et biodiversité essentiellement. Et en fait, en entendant les débats, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises de m'être trompé d'atelier, puisque en fait, le thème de l'atelier, c'est l'homme et la planète, et on a relativement peu parlé de l'homme et la planète. Et j'ai trouvé que globalement, les propos tenus manquaient un peu de radicalité. C'est-à-dire que les changements globaux à l'œuvre sont, eux, radicaux, et les réponses doivent être radicales. Je donnerai juste un exemple sur le climat. On est aujourd'hui à 390 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. On sera dans 4 ou 5 ans à 450 particules par million, et tous les experts nous disent que c'est la zone de danger, la zone de turbulence, dans laquelle il ne faut absolument pas rentrer. Donc les réponses doivent être radicales, et notamment extrêmement rapides. Quelques éléments de réponse comme ça, c'est de dire au niveau des propositions, on parle beaucoup d'économie circulaire. La nouvelle économie de demain, elle doit être effectivement radicalement plus productive en termes de ressources naturelles. Donc c'est de rentrer notamment dans cette notion de circularité des ressources naturelles. C'est aussi reposer sur la finalité, sur le service, et non pas nécessairement sur l'objet. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Comment on fait pour mettre ça en œuvre? Et il y a un troisième pilier que j'ai envie de mentionner aussi, c'est le réinvestissement dans le capital naturel. On le voit aujourd'hui, les écosystèmes sont dégradés. Les services écologiques rendus par la nature à l'économie sont plus suffisants aujourd'hui pour supporter durablement la nature. Et il faut notamment donc réinvestir dans ces services écologiques. Alors il y a des métiers qui émergent. Je pense notamment au génie écologique, qui consiste notamment à replanter des haies, restaurer des bordures de rivières, faire des jachères apicoles, restaurer des zones humides. Tout ça, ça va créer des emplois. Et c'est un secteur qui est complètement émergent, qu'il va falloir favoriser. Et autre aspect, puisqu'on est vraiment sur les mesures concrètes, et je terminerai par ça, l'écologie industrielle, ça marche au Canada, ça marche en Chine, ça marche au Danemark. En France, ça ne marche pas. On a beaucoup d'autosatisfaction, mais ça ne se fait pas. Et pourquoi? Une raison très concrète, c'est que très souvent, la réglementation française est un frein. Et notamment quand on veut recycler un déchet, on se trouve confronté à des dossiers d'autorisation, des procédures administratives qui sont extrêmement complexes. Je donnerai un exemple. Quand vous brûlez du méthane dans une torchère, et le méthane, c'est un sous-produit de la fermentation, de la décomposition des déchets, etc., on ne vous demande rien. Si vous voulez réutiliser ce méthane comme combustible, on vous demande un dossier d'autorisation ICPE, et ça prend des années. Ouais, merci. Merci. Une autre remarque, suggestion? Oui, Arnaud. Je ne pouvais pas résister, évidemment. Juste pour un petit commentaire sur le commentaire la proposition d'Elisabeth Laville, les commentaires que tu aurais pu faire. Hein. On a décidé de lancer un groupe de travail, pardon, je suis Arnaud Poissonnier du site internet Babylone. On a décidé de lancer un groupe de travail dont Arnaud est membre et dont un certain nombre de personnes de l'univers de l'université, de l'entrepreneuriat, quel qu'il soit,
pour justement réfléchir à un statut d'entreprise sociale, hein, et on espère que les pouvoirs publics nous écouteront et seront ouverts aux réflexions qu'on pourra mener à ce titre-là. Et également sur l'aspect réglementation, monsieur disait à l'instant, effectivement on se retrouve souvent confronté à des problèmes, à des obstacles de réglementation en France, hein. Nous, Babylone, qu'est-ce qu'on fait? On fait du prêt solidaire entre les internautes qui peuvent prêter solidairement de l'argent à des bénéficiaires de microcrédit dans les pays du Sud. Quand on a voulu lancer Babylone France, on s'est retrouvé devant une impossibilité, puisque les associations de microfinance, comme l'a dit, ne peuvent pas emprunter de l'argent auprès des personnes physiques et des personnes morales. Et donc, heureusement, on est écouté par les députés. On a déposé un projet de loi dont on espère vivement qu'il sera adopté prochainement. Mais c'est vrai que facilement, quand on veut innover dans le monde, dans l'univers social, on est confronté à des problèmes réglementaires en France, parce que la législation française est ainsi faite qu'elle est parfois trop sophistiquée. Ouais. Merci. Merci. Une dernière remarque? Pardon. Excusez-moi. Venez. Enfin, vous allez peut-être là, si vous voulez. Appuyez sur le bouton. Bonjour, je m'appelle Éric Seuillet, je suis président d'une association qui s'appelle la Fabrique du Futur, et je voudrais vous citer une démarche qui est intéressante, enfin je pense en matière d'innovation sociale, qui est la démarche Living Labs, qui est en train de se mettre en place en Europe. Il y a aujourd'hui 129 Living Labs, 119 en Europe et une dizaine dans des pays associés, en Chine, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et qui consiste à mettre le consommateur, l'usager, on parlait d'innovation par les usages, à le mettre donc au centre du dispositif d'innovation. Donc c'est une démarche d'open innovation, mais contrairement à ce qu'on peut avoir en France, qui sont les pôles de compétitivité, qui sont plutôt, on va dire, top-down, relativement technocratiques, cette démarche Living Lab consiste à réellement impliquer l'utilisateur dans toutes ses dimensions, y compris sa dimension citoyenne, dans le processus d'innovation. Donc voilà, ça peut être une piste, je pense, intéressante. Merci. Dernière, oui, je me tourne vers vous. Bonjour, Caroline Desraux, je dirige la société qui s'appelle Les Trois Mondes. Plusieurs intervenants pour les pistes d'avenir ont parlé de fiscalité, et c'est vrai que la fiscalité peut être un petit élément déclencheur. Je rappelle que l'environnement et le développement durable est éligible au mécénat, et que qui dit mécénat dit que l'État accorde 60% de réduction d'impôt sur le don qui est fait, et que du coup, en termes de fiscalité, on peut à un moment coupler RSE, environnement et mécénat. Donc ça peut faire partie des pistes pour encourager à la fois les entreprises et les particuliers. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, monsieur le député, pour peut-être en 30 secondes, je suis sûr que vous pouvez le faire, nous donner le mot de la fin. Allez, je vais prendre un peu plus que 30 secondes. Je voulais réagir quand même sur deux, trois points qui ont été évoqués. Tout d'abord sur la fiscalité. Bon, tout à fait d'accord avec la dernière intervenante. Mais pour dire aussi que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place, notamment dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Quand on disait qu'en matière de fiscalité, tout allait toujours dans le même sens, c'est ce qu'Elisabeth Laville disait. Bon, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ça, notamment sur la dernière loi de finances et sur la prochaine qui va venir. La mise en place du prêt à taux zéro, c'est un vrai changement d'orientation. La taxe sur le transport que nous sommes en train de mettre en place, c'est 1 milliard de collectes par an, ou 890 ou 900 millions, c'est un vrai changement, et ça, c'est radical comme changement. L'incitation au réseau de chaleur, la fiscalité spécifique pour les énergies renouvelables, tout ça, c'est du concret. Et je pense qu'il ne faut pas rester sur des schémas où de temps en temps, ça nous fait plaisir de répéter les choses. Il faut aussi regarder ce qui bouge et comment ça évolue, et notamment les résultats qui sont portés à partir de la loi sur le Grenelle. Sur l'évolution des marchés publics, moi je suis tout à fait d'accord sur cette idée. On est en train d'avancer dessus. On a eu un petit débat un peu difficile avec le Sénat, notamment sur le marché global, en partant le raisonnement à tenir, enfin de mon point de vue, c'est la ligne du moins que nous sommes donnés, c'est d'atteindre les objectifs. Quand vous parliez tout à l'heure de dire mais il faut un vrai changement radical. Je pense que les 3 x 20, on est sur quelque chose qui est assez radical. On dit que quand on construit un bâtiment aujourd'hui qui est à 220 kWh et que le permis de construire ne pourra être autorisé en 2010,
en 2010 et demain qu'à 50 kWh, si ça, c'est pas radical comme changement. Alors, après, on peut toujours rêver dans l'absolu. Mais, je veux dire, là, il y a une étape extrêmement importante qui a été engagée, et il faut aussi la reconnaître et voir que la France, aujourd'hui, se pose en position de leader dans ces domaines. Ce n'est pas pour autant que la partie est gagnée, parce qu'il faut continuer à avancer dans ce domaine, mais il faut aussi regarder ce qui est fait. De la même façon, moi, je ne crois pas au schéma tout fait. Trop souvent, on veut, pour se rassurer, croire aux solutions miracles. C'est le débat sur les énergies renouvelables, sur ceux qui sont pour le tout éolien, le tout photovoltaïque, la géothermie, etc. Il y a de la place pour tout. De la même façon que sur l'agriculture, sur le bio, oui, simplement, l'objectif premier de l'agriculture, c'est l'alimentation. Accessoirement, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, la France est un des grands pays, et l'Union européenne, mais la France, tout d'abord, c'est la deuxième puissance agricole mondiale. Il y a des enjeux extrêmement importants et il faut continuer à répondre à cette productivité. Parce qu'on a une courbe de la demande alimentaire qui croît comme ça et une courbe de la production qui est comme ça. Le ciseau est en train de s'ouvrir. Donc à chaque fois que l'on peut avancer avec une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement, tout en tenant les bons engagements en matière de sécurité sanitaire, parce que, vous savez, ce qui nous a été dit, moi j'étais furieux au moment de différentes prises de position de notre ami Beauvais, quand il avait réussi à faire passer la France pour le pays de la malbouffe. Je veux dire, faut quand même le faire. Et d'aller sur toutes les chaînes américaines, entre autres, pour le dire, je trouve ça à la limite du scandale. La sécurité sanitaire en France, personne ne la remet en cause, elle est complètement assurée. On a un allongement de la durée de la vie chaque année. Donc il faut continuer à répondre à ces objectifs, continuer à maintenir notre place sur la scène internationale et sur le marché de l'alimentation mondiale. Je vous rappelle que le seul secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est 10 milliards d'excédents dans notre balance commerciale chaque année, dans une balance commerciale qui est déficitaire. C'est 20% des actifs français qui sont directement ou indirectement liés au secteur de l'agroalimentaire. Donc faisons attention de ne pas jeter le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il faut continuer à avancer vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. C'est ce que nous faisons très concrètement sur le Grenelle, avec la diminution très importante des pesticides, avec des outils qui permettent de favoriser l'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique. Mais le reste n'est pas pour autant tabou. Il faut continuer, là aussi, à avancer avec le maximum de sécurité. Et puis, dernier point sur lequel je voulais réagir, sur le microcrédit, il y a effectivement la proposition de loi, je pense que c'est celle qui est portée par Jean-Pierre Gorge et Jérôme Bignon, c'est à ça que vous faisiez allusion. Donc, bon, elle est en train de... L'objectif est d'arriver à la traduire, en fait, dans le cadre de la loi de finances, et elle va être retenue par le groupe, vraisemblablement la semaine prochaine ou celle d'après. Donc les choses avancent bien. Tout cela pour dire que nous avons aujourd'hui une mobilisation extrêmement importante de l'opinion publique. Elle s'est faite parce qu'à un moment, les acteurs politiques ont été secoués par le monde associatif, ont été secoués par le monde de l'entreprise. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a une bonne réaction aujourd'hui. Il faut maintenant que l'on continue, nous, à être alimentés dans ce domaine. C'est pour ça que je disais que la gouvernance est un enjeu extrêmement important et qu'il y a l'avant et l'après-Grenelle, et que maintenant, ces consultations des corps intermédiaires ne se passeront plus comme ils se passaient auparavant et vont nous permettre d'avoir une classe politique, une classe de décideurs qui soit de plus en plus réactif à l'événement. Vous savez, le texte sur le Grenelle, c'est un texte qui a été voté, alors on va voir en deuxième lecture, en première lecture, à la quasi-unanimité au Sénat, à l'Assemblée. C'est suffisamment rare pour le souligner, pour montrer que sur des sujets comme ceux-là, eh bien, si l'opinion publique est mobilisée, les responsables politiques sont aussi capables de prendre leurs responsabilités, de temps en temps, de remettre un peu dans leur poche quelques idées reçues pour trouver la voie du consensus.
Donc le développement durable va accélérer l'efficience de l'Assemblée nationale. Je crois qu'on peut être ravis de cette bonne nouvelle. Il me reste à vous remercier. Le sujet était très vaste, effectivement. Je suis d'accord, on aurait sans doute pu aller beaucoup plus au fond des choses. Ça méritait sans doute un débat global. Moi, ce que je retiens globalement au vu des propositions, etc., c'est un certain optimisme. Parce que finalement, on se rend compte que les gens ont envie de bouger. Et je crois qu'on peut faire absolument confiance aux entrepreneurs pour être suffisamment innovants demain pour inventer les solutions qui nous manquent. Merci à tous.